Bonjour à tous, bonjour à la maison, bonjour en studio. Alors, on va pour la deuxième soirée d'information, parce qu'on en a eu une première soirée d'information en avril, qui était vraiment sur tous les contaminants et comment prendre les échantillons. Mais là, celle-là, c'est comme un peu la suite de la présentation pour être capable d'interpréter nos résultats et savoir un peu plus sur comment décontaminer son puits. Fait que je vais laisser ma collègue Tamarie présenter tout le monde qui sont présents aujourd'hui qui représentent le projet. D'abord, je vous présente Edith Blanchette, que vous connaissez peut-être déjà, qui travaille pour l'OBV de la Côte-du-Sud. Et je vous présente aussi Simon Arbour, qui est ici, qui est conseiller en santé et environnement pour la santé publique de Chaudière-Appalaches. Puis je vous présente aussi Mélanie Martineau, qui travaille maintenant pour la chaire Cellus de l'UQAR, qui est la même que moi. Dans le fond, les deux, on travaille pour le projet Mon eau, mon puits, ma santé. Moi, je coordonne le projet. Et puis, elle va reprendre mon rôle de coordination pour que je puisse me concentrer un petit peu plus sur les aspects là, scientifiques et essayer de bâtir un corridor d'accompagnement qui va permettre d'accompagner les citoyens qui sont aux prises avec des problèmes de contamination, pour qu'on puisse un peu mieux vous accompagner. C'est ça. Moi, c'est Tamarie Langlais. Donc, je vais commencer un peu avec le plan de la rencontre. D'abord, on va vous expliquer un peu la réception des résultats. Quand vous allez recevoir votre certificat d'analyse, qu'est-ce que vous allez pouvoir, quels outils on dispose pour vous aider pour interpréter vos résultats. Par la suite, on va vous expliquer un peu quoi faire en cas de contamination. On va vous trouver aussi des causes, les causes possibles. On va vous aider à trouver peut-être des causes possibles là, de cette contamination. Qu'est-ce qui pourrait rendre un puits aussi vulnérable à la contamination microbienne? Savoir peut-être dans votre environnement, c'est quoi les sources de cette contamination. Ensuite, on va avoir aussi une explication sur la désinfection d'un puits quand on a une contamination microbienne. Et par la suite, on va avoir un moment avec un tableau pour vous expliquer là, un peu là, des systèmes de traitement qui existent si vous avez des contaminations aux métaux lourds et aux nitrites et nitrates. Par la suite, vous allez avoir des questions. Puis, si vous avez à la fin de la séance, après les questions générales, là, si vous avez des questions individuelles, vous pouvez venir nous voir là, pour des consultations. Alors, on va commencer. Je vais présenter, moi, la première section, puis le reste de la présentation, ça va être présenté par Tamarie Langlais. Alors, la réception et l'interprétation des résultats. Pour venir à la base, il y a quand même 3 grandes catégories de contaminants. Comme tout le monde a reçu là, ces kits d'échantillonnage, il y avait comme 3 bouteilles dans leur kit d'échantillonnage. Il y en avait une pour faire l'analyse des bactéries et d'autres microbes. Il y en avait une autre pour les nitrites et nitrates et il y en avait une autre pour les métaux lourds. Il y a aussi d'autres sources de contaminants qu'il peut y avoir qui peuvent faire que notre puits est contaminé, comme des produits chimiques qui peuvent être entreposés ou qui ont un entrepôt défaillant à la maison qui peut contaminer son puits. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est de sources industrielles. Il peut y avoir aussi les pesticides qui peuvent être source de contamination, mais les 3 grands plus répandus sont microbiens, nitrites, nitrates et métaux lourds. Des petites images. Alors, l'outil qui existe pour vous aider à comprendre vos résultats, là, le premier outil que vous allez recevoir par courriel, c'est votre certificat d'analyse envoyé par le laboratoire. Eh bien, il y a 4 colonnes bien principales là, qui sont mis en rouge, là, qui sont les plus importantes à regarder. La première colonne, c'est celle des contaminants. Si on a fait juste une analyse microbienne, eh bien, il y a 4 contaminants qui sont analysés, qui sont des indicateurs là, de savoir si votre puits est contaminé. Par la suite, il y a la colonne des unités de mesure. Et ensuite, il y a les résultats. Ça, c'est vraiment les résultats que vous avez de votre analyse. Ça va être ces résultats-là que vous allez pouvoir entrer dans l'outil que je vais vous parler par la suite. Et on a une concentration aussi maximale, c'est la norme de la qualité d'eau, qui est la 4e colonne. Et ce qui est intéressant aussi avec le laboratoire, c'est qu'il y a une 5e colonne qui nous explique si c'est hors norme ou conforme à la norme. Alors, après avoir eu la réception, mais qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller rentrer
ces résultats-là dans l'outil, que vous allez pouvoir trouver cet outil-là sur moneaumonpuits.ca. Si on clique à droite en haut de la page, bien, il y a un segment, là, il y a une icône qui marque « Outils d'aide pour comprendre vos résultats ». Et par la suite, vous allez pouvoir rentrer vos résultats dans les cases. C'est comme un formulaire qui va sortir, il va y avoir une page qui va sortir. Puis par la suite, quand vous avez marqué les résultats là, que vous avez dans votre certificat d'analyse, si disons que vous avez 2 coliformes totaux, 0 E-coli, puis disons qu'il y a peut-être un entérocoque, eh bien, après ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez soumettre vos résultats. Puis, après, pour avoir le résultat, vous pouvez prendre en compte les conseils. Il va y avoir des conseils comme ça qui apparaissent. Si vous avez une contamination, la première chose qui va apparaître, c'est vraiment là, c'est le contaminant. C'est là où il y a une problématique. Si, mettons, c'est la première chose. Si, mettons, vous avez un problème d'E. coli, ben, c'est le segment, l'encadré E. coli qui va être en première page. Puis, il va vous dire, mettons, ils vont vous conseiller certaines choses, comme d'arrêter de consommer l'eau, de faire bouillir l'eau, puis une liste aussi de recommandations à suivre. Il y a une chose qu'on vous conseille d'imprimer à chaque fois que quand vous rentrez de vos résultats ou de peut-être sauvegarder sur PDF cette page de recommandation-là parce que c'est un outil qui n'enregistre pas vos données, vu qu'ils sont confidentielles, vos données. Alors, vous devez tout le temps, chaque fois que vous allez le réutiliser, rentrer vos données. Puis, c'est pour ça qu'on vous encourage de les imprimer. Dans l'outil aussi, sur le site de Mon eau, mon puits, il y a l'outil qui est très important, mais il y a beaucoup d'informations qui peuvent vraiment vous aiguiller aussi pour comprendre les contaminants que vous avez peut-être dans votre puits. Il y a des fiches de contaminants qui sont là à votre disposition pour vous aider à mieux comprendre les effets sur la santé. Et ensuite, vous avez aussi vraiment une explication sur comment désinfecter votre puits. Et aussi, vous avez un tableau là, qui vous aide aussi pour les systèmes de traitement d'eau, un peu. Si vous avez une contamination autre que microbienne, qui sont plus aux métaux lourds, bien, vous avez éventuellement là, un tableau qui vous permet de cibler, qu'on va vous présenter à la fin de la présentation, savoir quel traitement vous avez besoin. Alors, je vais laisser Tamari continuer avec la présentation pour les autres sections. Fait que qu'est-ce qu'on va faire en cas de contamination? Oh, c'est bien. Merci. OK. Donc, il y a plusieurs types de contaminants, comme on disait. Donc, supposons que vous avez un problème de contamination. Là, j'ai dit un autre contaminant, mais arrêtez d'utiliser la ligne en dessous, par soit des nitrites, nitrates, ou bien soit des métaux ou d'autres minéraux. Vous allez recevoir un certificat d'analyse par courriel, mais ça pourrait prendre entre quelques jours et quelques semaines avant que vous le receviez. Donc, si vous ne l'avez pas tout de suite reçu là, dans la première semaine, inquiétez-vous pas, ça pourrait prendre un certain temps. Et là, dans le fond, c'est les étapes à suivre si jamais vous avez ce genre de contamination-là. Première étape, c'est de consulter l'outil dont on vous parlait, l'outil d'aide. Comme ça va vous permettre de savoir c'est quoi l'importance des risques pour la santé. Il y a des contaminants qui ne sont pas dangereux pour la santé, comme le fer, par exemple. Il y en a d'autres, comme l'arsenic, que là, il faut plus s'inquiéter. Puis, encore là, ça dépend de la quantité de métaux que vous avez dans votre eau. Puis, ça dépend aussi de votre état de santé. Donc, si jamais vous avez des inquiétudes, vous avez des questions plus spécifiques par rapport à votre tel contaminant pour moi ou pour mes proches qui souffrent de tels problèmes de santé, bien, vous pouvez appeler à la direction de santé publique. On a Simon qui est ici. Vous pouvez lui poser des questions après la rencontre aussi. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. En général, quand il y a vraiment une quantité importante de contaminants comme ça qui ont un risque pour la santé, ce qui va vous être recommandé, c'est de cesser de boire cette eau-là.
tant pour boire que pour cuisiner et pour préparer des aliments. Il ne faut pas la faire bouillir. Quand on a des bactéries, puis qu'on fait bouillir l'eau, ça tue les bactéries, mais quand on a des contaminants chimiques, ça les concentre. Ça en fait encore plus. C'est pour ça qu'on veut éviter de faire bouillir l'eau. Et là, vous allez peut-être vouloir considérer d'acheter un système de traitement de l'eau pour régler votre problème. Mais peut-être avant d'investir beaucoup d'argent, ça serait sage de refaire une deuxième analyse pour être certain que vous avez vraiment un problème et que ce n'est pas comme une contamination, peut-être avec vos doigts qui étaient sales ou quelque chose. Quand vous avez comme touché de l'encre ou quelque chose qui aurait pu avoir des métaux dedans. Fait que ça peut être bien là, de refaire une deuxième analyse, là, mais ça, c'est à votre discrétion. Puis encore là, ben, si vous voyez que la deuxième analyse, il est encore positif, il y a encore des contaminants, là, vous allez peut-être faire installer un système de traitement de l'eau. Il y a certains contaminants aussi esthétiques qui pourraient vous donner envie d'installer un système de traitement si, mettons, ça affecte le goût, la couleur de l'eau, puis ça vous dérange. Fait que dans le choix d'un système d'eau, ben, vous allez pouvoir construire tous ces facteurs-là, l'aspect santé, mais l'aspect esthétique aussi. Puis, ben, c'est important de s'adresser à un spécialiste compétent là, pour vous acheter un système dont vous avez vraiment besoin, là, pour vous faire vendre des affaires que vous n'avez pas besoin. OK, donc c'est ça. Maintenant, si c'est les contaminations par les nitrates, nitrites, non, on a parlé des métaux, mais les nitrates, nitrites, c'est un peu différent comme contaminant, dépendamment de la concentration. Si, mettons, vous avez entre 5 et 10 mg par litre, ce qui vous est recommandé, c'est de ne pas commencer à traiter tout de suite, là, juste refaire l'analyse 2 fois par année, à chaque printemps, chaque automne, parce que les nitrates, souvent, ça vient soit des engrais, soit des fosses septiques, puis ça a tendance à s'accumuler dans l'eau avec le temps. Fait que, faudrait voir un peu d'où c'est que ça peut venir, chercher la source de contamination, essayer de régler le problème, puis continuer. Donc, c'est-tu parce que votre fosse septique ou celle du voisin est défaillante, puis que là, il y a, dans le fond, de l'engrais humain qui s'infiltre dans votre eau. Donc, vous commencez par essayer de régler le problème, puis là, mais si jamais vous n'arrivez pas à régler le problème, bien là, ça serait de considérer de traiter l'eau. Si vous avez plus que 10 mg, c'est la partie à droite, là, 10 mg par litre de nitrite-nitrate, bien là, il faudrait que, si vous avez des bébés à la maison, les bébés, il ne faut pas qu'ils consomment cette eau-là parce que ça peut affecter leur développement, ça peut affecter leur globule rouge, entre autres, puis c'est vraiment important là, de ne pas préparer, de les materniser avec cette eau-là pour les bébés. Et si le résultat de votre eau, c'est plus que 20 mg par litre de nitrite-nitrate, bien là, même la population en général ne devrait pas consommer ça. Donc, encore là, ça peut être bon de refaire l'analyse pour pas, juste au cas où, que ça serait une erreur du laboratoire ou quelque chose. Puis, si c'est la même, si la deuxième analyse confirme, bien là, c'est la même chose. C'est de trouver la source, la régler. Puis, si vous ne pouvez pas la régler, là, vous pouvez investir dans un système de traitement. La contamination microbiologique, donc c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs types de micro-organismes qui peuvent exister dans votre eau. Il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les analyser. C'est pour ça qu'on utilise des bactéries qu'on dit indicatrices. C'est des bactéries qu'on sait que s'il y a ces bactéries-là dans notre eau, il y a des chances qu'on en trouve d'autres aussi qui pourraient nous rendre malades. Donc, il y a 4 types de bactéries indicatrices qu'on utilise. Puis les actions à prendre, ça dépend du genre de bactéries qu'on trouve. Donc, les E. coli puis les entérocoques, ça, c'est des indicateurs de contamination fécale. Donc, si vous trouvez ça dans votre eau, il y a des bonnes chances que ça vienne d'une fosse septique. Peut-être même des fois, ça peut arriver si une municipalité a des égouts, mais qu'il y a des fuites dans ces égouts, puis que vous avez un bas de puits proche, ça peut venir de là aussi. Donc, si c'est E. coli entérocoque, c'est probablement fécal. Ça, c'est des bactéries qui, en elles-mêmes, elles peuvent nous rendre malades. C'est vraiment important quand on a E. coli ou entérocoque là, dans notre analyse d'arrêter de boire l'eau immédiatement. Les coliformes totaux et les colonies atypiques, des fois on dit bactéries atypiques aussi, ça dépend des laboratoires. Ça ne peut pas nous rendre malades vraiment directement
c'est juste un indicateur de la qualité générale de l'eau. C'est-à-dire que si on a ça dans notre eau, c'est un signe qu'il y a une craque quelque part, il y a quelque chose, c'est notre puits est vulnérable à la contamination par les eaux de surface. Mettons, s'il pleut, l'eau ruisselle par terre, ça finit par s'infiltrer dans notre puits. Parce que c'est ça. C'est des bactéries qu'on va trouver dans la nature. On va trouver dans la végétation, dans le fumier, même les animaux de compagnie, les animaux, les écureuils, les marmottes. Les insectes aussi. On connaît du monde qui ont trouvé des perce-oreilles dans leur puits. Et donc, c'est ça. Mais ces bactéries-là, en elles-mêmes, ne risquent pas de nous rendre malades. C'est juste que c'est un signe que si on en a, ben, peut-être qu'un jour, si on a une source de contamination plus grave à côté de notre puits, ben là, elle pourrait s'infiltrer dans notre puits. Donc, ça peut être intéressant de chercher la cause. C'est quoi la faille? Fait que là, donc, en cas de contamination microbiologique à E. coli ou en entérocoque, le laboratoire, il vous appellerait immédiatement pour vous le dire. Si vous avez ça, là, il va vous l'envoyer par courriel aussi, mais il va même vous appeler pour vous dire arrêtez de consommer votre eau, c'est dangereux. Là, vous pouvez soit la faire bouillir ou bien prendre de l'eau embouteillée jusqu'à ce que vous corrigez le problème. Puis, vous allez recevoir un premier certificat d'analyse. Ça va être écrit probablement certificat préliminaire. Si vous avez pris le kit numéro 3, par exemple, mais là, les métaux ne seront pas envoyés tout de suite avec le premier certificat. Là, fait que cherchez-les pas, là, mais vous allez recevoir un deuxième certificat par la poste. En tout cas, du moins, c'est comme ça que ça avait été fait, pas par la poste, par courriel, dans les campagnes précédentes. Puis là, aussi, ouais, c'est ça. Vous allez recevoir un certificat d'analyse. Puis là, dans le même courriel, il va y avoir une procédure de désinfection. Là, on a comparé la procédure de désinfection que le laboratoire propose avec celle qui est proposée par le ministère de l'Environnement, puis on s'est rendu compte que ce n'est pas tout à fait la même affaire. On vous encourage à aller suivre la procédure qui est sur le site du ministère de l'Environnement. On va vous montrer le lien. Là. Elle se trouve aussi sur notre site web. Vous avez un lien dessus pour la trouver. Parce que on pense que la procédure qui est envoyée par le laboratoire met beaucoup trop d'eau de javel. Puis il y a comme d'autres risques associés à ça. C'est à peu près de l'ordre de 6 fois la quantité d'eau de javel. C'est le traitement choc. Comment? C'est pour le traitement choc, ce qui oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, souvent, on va peut-être vous en parler plus tard, là, mais c'est juste, je mets un peu en garde là, contre ce qui est envoyé par le laboratoire de ce côté-là. Donc, si vous avez E. coli ou entérocoque dans votre eau, il faut arrêter de la consommer. Vous pouvez la faire bouillir à gros bouillon, mais c'est pendant au moins 1 minute. Et puis, vous pouvez aussi utiliser de l'eau embouteillée. Puis ça, c'est pas juste, c'est surtout pour tout ce que vous utilisez que normalement, vous ne feriez pas chauffer. C'est donc pour boire, pour préparer des boissons, cuisiner, se brosser les dents. Mais si vous faites cuire des pâtes ou du riz, pas besoin de prendre de l'eau embouteillée. Là, juste prendre de l'eau normale. Tant qu'elle a bouilli pendant 1 minute, c'est correct. C'est ça. Sauf si vous avez d'autres contaminants. Dans le fond, c'est ça que ça devient un peu compliqué. C'est si vous avez des E. coli, puis des nitrates, mettons. Mais là, il faudrait que vous preniez de l'eau embouteillée en attendant parce que ça risquerait de nuire à votre santé. Puis le fait de faire bouillir l'eau, ben là, ça concentrerait les autres contaminants. Si vous avez des E. coli ou entérocoque, vous pouvez prendre votre bain, votre douche avec sans problème. Mais si vous avez des jeunes enfants, assurez-vous qu'ils ne boivent pas l'eau du bain parce que là, ça pourrait les rendre malades. Alors là, ensuite, ben, vous cherchez la source de contamination, comme on va vous montrer tout à l'heure. Vous essayez de contrôler le problème. Si vous arrivez, ben, vous pouvez peut-être même demander de l'aide. Des fois, ça peut être difficile de trouver nous-mêmes la source du problème, mais si c'est votre puits qui est vieux et tout, mais peut-être qu'un fusatier pourrait vous aider à trouver la source de contamination. Si vous soupçonnez que c'est la fosse septique, ben là, un spécialiste en fosse septique pourrait vous aider. Une fois que vous avez trouvé et corrigé la source de contamination, c'est à ce moment-là que ça serait une bonne idée de faire la désinfection du puits. Parce que si vous faites la désinfection du puits, mais vous n'avez pas corrigé la source à la base, bien, le problème il risque de revenir tout le temps. Fait qu'on si vous voulez juste désinfecter le puits, mais ça va revenir. En tout cas, ça serait plus efficace si vous commencez par chercher et corriger la source. Puis là, ce qui est recommandé, c'est
une semaine après avoir fait la désinfection, de refaire une deuxième analyse microbiologique pour s'assurer que le problème est réglé. Puis, c'est recommandé d'en faire une autre aussi 1 mois après pour vous assurer qu'il est réglé pour de bon. C'est-à-dire que vous avez vraiment réussi à maîtriser la cause. Si au bout d'1 mois, la contamination revient, mais ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la cause. Vous pouvez continuer à chercher, ou éventuellement, si vous ne la trouvez vraiment pas, ben là, ça serait bon de considérer d'installer un système de traitement d'eau. Maintenant, si vous avez des contaminations aux coliformes totaux ou bactéries atypiques, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, le labo va vous envoyer la procédure de désinfection. Mais encore là, est-ce que vous devez vraiment le faire? Là? Ça dépend un petit peu aussi de la quantité qui va être trouvée. Si jamais vous avez reçu des coliformes totaux, des résultats qui montrent une contamination aux coliformes totaux ou bien aux bactéries atypiques, je vous encourage à venir nous voir après pour qu'on regarde ça ensemble parce que c'est un petit peu plus moins dangereux, mais c'est plus compliqué de savoir quoi faire. Parce que ça, je vous l'épargne, mais c'est le processus décisionnel si jamais c'était le cas. Donc, comment on peut trouver les causes possibles de contamination? Donc, comme on disait tout à l'heure, en cas de contamination, le ministère de l'Environnement vous recommande de trouver la cause, la régler, mais c'est difficile de trouver avec certitude la cause parce que souvent, il y a souvent plusieurs causes, en fait. Puis c'est dur de savoir laquelle qui contribue le plus. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de trouver la cause la plus probable. Puis aussi peut-être trouver les facteurs qui rendent votre puits vulnérable. En inspectant, vous pouvez inspecter votre puits, les environs, puis ça va vous donner une idée de c'est quoi la cause la plus probable. Donc, parce que pour pouvoir contaminer un puits, ça prend 2 choses. Ça prend une source de bactéries, ça prend un chemin d'infiltration. Si votre puits est hyper hermétique, même si vous avez un peu de bactéries en surface, tout ça, votre puits ne va pas être contaminé. Si votre puits n'est pas hermétique, mais qu'il n'y a aucune source de contamination, il n'y aura pas de contamination. Ça prend vraiment les deux. Fait que c'est bon de garder un œil pour les deux. D'où est-ce que les bactéries pourraient venir, puis comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer dans mon puits. Donc, si on regarde d'abord les sources de bactéries, mais aussi les sources de nitrate, nitrite, c'est souvent des installations septiques qui sont défaillantes. Ça peut venir aussi des activités agricoles et de jardin, là, surtout les engrais organiques, les fumiers, pour la contamination microbiologique, ou même des engrais minéraux aussi pour les nitrates, nitrites. Ça peut venir même des aliments d'animaux d'élevage ou de compagnie. Si vous laissez votre chien aller faire ses besoins autour du puits, ça pourrait être contaminé. C'est ça. Puis, pour ce qui est des nitrates, là, ça peut même venir de certains anciens usages industriels. Là. La fabrication d'explosifs, entre autres, requiert d'utiliser des nitrates. Voilà, c'est un peu ça. Faux septiques, eau usée, engrais de ferme, épandage, animaux de compagnie. C'est ça. Il y a une différence, par exemple, entre la contamination par les bactéries et celle par les nitrates, nitrites. C'est que les bactéries, dès qu'on a éliminé la source, c'est pas long qu'ils meurent, puis il n'y en a plus. Ils ont une durée de vie limitée. Alors que ça peut prendre quelques jours à quelques mois, puis ils sont disparus, les bactéries, si on arrête d'en remettre dans notre puits. Alors que les nitrates, nitrites, eux autres, ils ne meurent pas, ils continuent à s'accumuler. Si on continue à en mettre, là, si on n'élimine pas la source, elle va s'accumuler. Puis même si on élimine la source, ça peut prendre plusieurs années vraiment avant de disparaître là, de notre eau. Parce qu'il faut attendre que l'eau du sol se renouvelle. Ça dépend, ça peut prendre de quelques années à quelques dizaines de milliers d'années selon le type d'aquifère. C'est important de corriger la source. Donc ça, c'est un résumé des distances séparatrices là, à respecter entre le puits puis les différentes activités. En haut, c'est les installations d'élevage d'animaux, les bâtiments de ferme, puis surtout les ouvrages aussi de stockage de fumier. C'est au minimum 30 mètres.
si l'ouvrage de stockage est étanche. Pour ce qui est des pâturages, des cours d'exercice, c'est entre 30 et 100 mètres. Cimetière, 30 mètres. Aire de compostage, entre 30 et 100 mètres. Un système étanche de traitement des eaux usées. Donc, ça, c'est en fond, une fosse septique étanche, c'est 15 mètres. Mais un système non étanche de traitement des eaux usées, comme ça veut dire un champ d'épuration, c'est 30 mètres. Et puis, une parcelle en culture, c'est 30 mètres aussi. Puis, par contre, n'importe quelle activité qui risque de contaminer le puits, on recommande de ne pas faire cette activité-là dans les 3 mètres autour du puits. Il faut garder une aire de protection de 3 mètres où est-ce qu'on n'a pas de jardin, pas de compost, juste du gazon. Pas rien d'autre là, que juste du gazon. C'est ça. C'est le tableau, ça, le plus à jour qu'on a, là, des règles du ministère de l'Environnement concernant toutes ces distances-là. C'est important de comprendre, par exemple, que c'est des règles générales que ça nous garantit pas qu'il n'y aura pas de contamination parce que ça a été fait pour des sols moyens. Et puis, si on a des sols qui sont plus sableux, par exemple, mais là, nos contaminants, ils pourraient migrer plus loin. Si on a de l'argile, ben là, ça fait une meilleure barrière pour les contaminants. Et c'est ça. Fait que même si vous avez vos voisins, si vous avez des voisins agriculteurs, mais qui respectent toutes ces distances-là, ça ne vous garantit pas que ça ne polluera pas votre champ, votre puits, malheureusement. Donc là, on a quelques petites photos pour pouvoir voir. Tu sais, quand on va dans le cours, on essaie d'inspecter les environs. Comment on reconnaît si notre installation septique ou celle de nos voisins sont conformes et bien entretenues? Donc, vous voyez en haut, on a une partie du gazon qui est plus verte et plus longue que le reste de la cour. Juste au-dessus de la fosse septique ou de champ d'épuration, je pense que c'est vraiment un signe qu'elle n'est pas conforme. Si vous sentez des mauvaises odeurs, soit près de l'installation, soit une mauvaise odeur qui se dégage là, des conduites là, à l'intérieur de la maison, une odeur d'égout, c'est un signe qu'il y a un problème. Si les eaux usées de votre maison s'évacuent trop lentement, si la toilette ne flush pas bien, le bain, l'église ne vide pas rapidement. Le gazon, je l'avais mentionné, là, plus fourni, plus vert, plus long que sur le reste du terrain. Si on a des ressurgences d'eau aussi près de l'installation septique, encore pire si vous voyez du liquide gris ou noir qui apparaît proche à la surface du terrain ou des traces de débordement autour des couvercles de la fosse septique. C'est tous des signes que votre installation n'est pas conforme. Puis, bien sûr, si vous avez des contaminations bactériennes, surtout E. coli ou bien les entérocoques, ou si vous avez des nitrates, ça peut être un signe que votre installation septique n'est pas conforme. Une autre question à se poser, est-ce que les abords du puits sont dégagés de toute autre source de contamination? Donc, comme je disais tantôt, pas de rien, ou est-ce qu'on met de l'engrais? Donc, pas de potager, pas de jardin de fleurs nécessitant des engrais, pas de compost, pas d'animaux qui font leurs besoins. Pour ce qui est, par exemple, de la contamination par les métaux ou les minéraux, ça, habituellement, la source n'est pas humaine. La plupart du temps, ça vient plutôt de la roche. Quelques exceptions à ça, c'est le plomb. Le plomb, souvent, ça va venir de la plomberie. Le sodium, ça pourrait venir de la roche, mais ça pourrait venir aussi des sels de déglaçage qui sont utilisés l'hiver sur les routes. Puis, dans certains cas, ça pourrait venir aussi des usages industriels du terrain. Par exemple, s'il y a un dépotoir à neige proche de votre puits, on a eu un cas récemment avec ce problème. Maintenant, parce que là, on a parlé des sources de contamination. Là, on parle maintenant de la vulnérabilité du puits lui-même. Qu'est-ce qui peut rendre un puits vulnérable? Les chemins d'infiltration, dans le fond. Donc, si vous avez un puits artésien, les éléments que vous pouvez inspecter vous-même, c'est le bouchon. Est-ce que le bouchon de votre puits est à l'épreuve de la vermine, est bien étanche? Il y a eu des développements là, qui ont été faits ces dernières années là, sur les modèles de couvercle de puits, puis
c'est plus fancy qu'avant, mettons. Vous pouvez regarder aussi, est-ce que le tubage de votre puits dépasse assez du sol? Normalement, ça devrait être entre 30 et 40 cm, donc 12 à 16 pouces au-dessus du sol. Vous pouvez regarder, est-ce que la pente autour de votre puits, la pente, elle devrait permettre à l'eau de s'écouler en s'éloignant du puits et non pas faire une petite cuvette autour de la base du puits. Parce que si ça fait une cuvette, l'eau peut stagner là, puis avec le temps, s'infiltrer puis contaminer votre puits. Amener des contaminants de la surface, dans le fond, vers la profondeur du puits. Vous pouvez aussi vérifier si votre puits est scellé. Maintenant, c'est recommandé autour de la tubulure de métal, là, il y a comme un espace entre le sol et la tubulure, d'avoir au moins un 10 cm qui est scellé avec soit de l'argile, la bentonite qu'ils appellent, ou un mélange de ciment, bentonite. En tout cas, il y a plusieurs possibilités, mais c'est quelque chose qui est vraiment étanche et qui ne laissera pas l'eau passer. Normalement, ça doit être scellé comme ça sur 6 mètres de profondeur. OK. Une petite question. Oui. Pour, mettons, disons, des gens les gens ne sont pas là pour poser la question, mais comment tu peux savoir éventuellement que c'est scellé autour? Est-ce qu'il faut que tu creuses un peu? Bien, d'habitude, vous allez voir du gris. C'est typiquement l'argile bentonite puis le ciment. Et c'est du gris. Là. Je pense que j'ai une photo plus loin. Je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air, en fait, un puits qui vient d'être scellé. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Puis, bien évidemment, vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas de source de contamination là, proche du puits. Maintenant, il y a certains éléments d'un puits artésien que vous ne pouvez pas inspecter vous-même, malheureusement. Ça demande de l'équipement spécialisé, une caméra submersible. Donc là, il faudrait faire venir plus quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Ça, c'est par exemple de voir l'intérieur de la tubulure. C'est-tu rouillé? Est-ce que l'endroit où est-ce que ça se branche avec le tuyau qui amène l'eau à la maison, est-ce que c'est bien scellé, ça? Est-ce que tout est en bon état? Fait que ça demande un expert pour faire ça. Même affaire à l'intérieur du tubage, là. L'autre affaire aussi, c'est que quand l'endroit où est-ce que le puits artésien touche le roc, il est supposé avoir ce qu'on appelle un sabot d'enfoncement. C'est quelque chose qui vient comme s'agripper au roc puis empêcher que l'eau de surface s'infiltre à cet endroit-là. Encore là, ça prend une caméra spéciale pour vérifier ça. Si vous avez un puits de surface, là, c'est plus facile de l'inspecter vous-même. Évidemment, le couvercle, même chose, qu'il soit le plus étanche possible. Que le tubage, même chose, dépasse de 30 à 40 cm, donc 12 à 16 pouces. Qu'il y a un monticule qui permet à l'eau de s'écouler dans la bonne direction en s'éloignant du puits. Puis qu'il soit aussi idéalement scellé là, avec de l'argile, qui s'appelle bentonite, là, ou encore du béton. Puis, en fait, si vous avez un puits de surface comme c'est plus large, vous pouvez aussi vous assurer qu'il n'y a pas de source de contamination. Pour regarder dans le puits, il y en a des fois, un puisatier qui me disait qu'il était allé inspecter un puits puis il avait trouvé des rats morts, un rat mort, je veux dire, ou de la végétation qui flotte, là, c'est assez évident à voir, là, où est-ce que... Puis de vérifier que le tubage de béton est en bon état aussi. Puis qu'il n'y a pas de craque, là, dans le fond, même en durant le couvert. Une lampe de poche, vous regardez, vous allez voir si c'est en bon état. Un autre facteur qui peut contribuer à la contamination des puits, c'est s'il y a un vieux puits sur votre terrain qui n'a pas été scellé. Donc ça pourrait faire infiltrer de l'eau sale de la surface jusque dans la nappe d'eau. Votre puits son eau. Donc, c'est recommandé d'obturer les anciens puits. Et d'obturer, ça veut dire les boucher là, avec ciment. Il y a une façon de faire ça, là. Les aciers sont plus au courant que moi. Mais c'est ça. Donc, voilà quelques exemples de photos. Là. Vous avez ici à gauche un exemple de couvercle de puits qui est scellé, étanche, donc à l'épreuve de la vermine et idéalement verrouillable. Idéalement verrouillable, c'est pour empêcher aux enfants d'aller jouer là-dedans. Moi, j'ai 2 gars. Quand ils étaient plus jeunes, ils s'amusaient beaucoup à acheter des pierres dans l'eau. Je peux imaginer que s'il y avait eu un puits pas verrouillé, là, ça n'aurait pas été long qu'ils auraient pensé à aller s'amuser là-dedans. Vous avez ici à gauche un exemple de puits non étanche.
Dans le fond, c'est le seau. On voit en bas à gauche, vous avez le couvercle étanche. Il y a comme un seau là, en bleu foncé, l'espèce d'anneau là, qui rend ça hermétique. Mais à droite, c'est des exemples de couvercles qui ne sont pas hermétiques. Et puis, vous voyez, il y avait comme un rongeur qui avait fait son nid en dessous du couvercle. Évidemment, ça peut contribuer à la contamination. Ici, vous avez encore des photos qui montrent un exemple, l'idéal à gauche en haut d'un puits qui est bien hermétique, étanche à l'époque de la vermine, puis ils ont même réussi à le barrer en mettant une espèce d'anneau comme ça, de métal autour, et ils pouvaient mettre un cadenas. Vous avez d'autres modèles qui ne sont pas verrouillables, mais ils sont quand même étanches. Alors qu'à droite, vous avez des exemples là, de où est-ce que c'est vraiment la vermine pourrait passer. Là. Toute évidence, là, il y a des craques. Celui qui est complètement en bas à droite, ben, il est en bon état, le couvercle, mais sauf qu'il y a un trou. C'est comme au lieu de mettre des anneaux en métal pour pouvoir le soulever, ils ont fait un trou pour qu'on rentre la main. Mais là, si on rentre la main, ça veut dire que les bébés peuvent rentrer aussi. Là. C'est ça. Le tubage, j'avais un exemple. Des fois, les gens trouvent ça laid, un tuyau de puits. J'avoue, c'est pas très joli, mais je vous encourage à quand même pas l'enterrer dans du paillis parce que ça peut contribuer là, à la contamination. On a des exemples ici encore de puits de surface. À gauche, c'est bien, il dépasse de au moins 30 cm, mais à droite, on voit là, celui plus au milieu, il est flush avec le sol, puis l'autre, il est dans une pente, fait qu'il dépasse de 30 cm d'un bord, mais de l'autre bord, quand il va pleuvoir, c'est sûr que l'eau pourrait s'infiltrer en dessous du couvercle. L'état de la tubulure aussi. Donc, à gauche, l'exemple de puits en bon état. À droite, on a un puits où est-ce que la tubulure est rouillée. Donc, quand c'est rouillé, ça veut dire que ça peut se trouer. Et puis, l'eau peut rentrer. La question des puits scellés là, avec l'argile, la bentonite ou le ciment, c'est pas dans toutes les... Le règlement, ce qu'il dit, c'est que c'est nécessaire dans 3 circonstances. Si la distance entre le champ d'épuration puis le puits est inférieure à 30 mètres, c'est entre 15 et 30 mètres, il faut que le puits soit scellé. Si le puits est dans une zone inondable ou si le roc est à moins de 5 mètres de la surface. Ça, c'est 3 circonstances où est-ce que c'est essentiel de sceller le puits. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? C'est clair? Je veux savoir, est-ce que ça peut, au niveau quand, mettons, l'eau est contaminée, là, comme un nitrate, est-ce que ça peut altérer le goût? Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le... Parce que moi, là, chez nous, l'eau est super bonne. Là. Oui. Chez le voisin, ben, elle n'est pas buvable. Mais, je veux dire, c'est ça que je me demande. Y a-t-il il y a des contaminants qui affectent le goût, surtout le manganèse, le fer et les sulfures aussi. Et si l'eau goûte bon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est bonne. Non, parce qu'il y a beaucoup, comme l'arsenic, hein, c'est un des plus toxiques des métaux lourds, mais il goûte à rien. Fait que ça peut être traître. Là. Puis les bactéries peuvent en avoir aussi sans que l'eau goûte mauvais. Là. Ça va pas, ton eau ne va pas sentir les égouts, là, non. Parce que dans le fond, les E. coli, il suffit qu'il en trouve une là, pour que ça puisse te rendre malade. Les normes pour le scellement des puits, ben, ça doit être fait avec un matériau étanche. Fait que là, tu me demandais, Edith, de quoi ça avait l'air. Là, on voit la photo avec le crochet vert. Ça, c'est un puits qui venait juste d'être scellé. Donc, c'était comme des petites billes d'argile. Puis là, ben, j'imagine qu'avec le temps, avec l'eau qui va s'infiltrer, l'argile va gonfler, puis ça va juste devenir une masse grisâtre, là, argileuse. Mais c'est un exemple. Et donc, le puits doit être scellé jusqu'à au moins 5 mètres. Et ça doit être scellé sur 10 cm autour du puits. Et puis, bon, le tubage aussi là, doit atteindre au moins 5 mètres. La pente, vous pouvez l'observer vous-même. Vous voyez le puits avec le crochet vert qu'il y a une petite pente. Ça n'a pas besoin d'être une grande pente, c'est juste 5 de pente, c'est assez là, pour que l'eau s'écoule dans le bon sens. Le dessin de maison puis de fosse septique, excusez-moi, ça doit être mes enfants qui envoient des textos. Je devrais les faire. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est bien, c'est que le puits est plus élevé sur la pente que la fosse septique. Si c'était l'inverse, ça pourrait être problématique.
Et puis à droite, on voit des exemples où est-ce que la pente est clairement dans le mauvais sens. Là, même que complètement à droite, il y a la petite mare autour du puits. Là, ça montre que cette eau-là va finir par s'infiltrer dans le puits éventuellement et contaminer le puits. Une autre chose qu'on ne pense pas, c'est si vous êtes en zone agricole, d'identifier votre puits. Parce que le producteur, il n'est pas supposé, il faut qu'il respecte l'air d'au moins 30 mètres là, autour du puits, de ne pas épandre de fumier autour. Mais s'il ne sait pas que votre puits est là, il ne pourra pas respecter cette norme-là. Donc, l'UPA, les syndicats de l'UPA vendent ces petites affiches-là, là, pas chères, là, mais vous mettez à côté de votre puits, puis ça va permettre aux agriculteurs de respecter les distances. Avec la désinfection du puits maintenant, si toutefois vous trouvez des contaminants microbiologiques, puis que vous avez essayé de trouver la cause, vous l'avez réglé, ou que vous ne l'avez pas trouvé, mais vous pouvez procéder à la désinfection du puits. Les autres situations dans lesquelles on doit désinfecter le puits, c'est quand c'est un nouveau puits qui vient d'être installé, mais aussi après avoir fait l'entretien de la pompe du puits. Parce que si on a levé le couvercle, on a joué dedans un petit peu, on a brassé les affaires, bien, ça a pu faire entrer des contaminants. Donc, à ce moment-là, c'est une bonne idée de faire la désinfection. Un petit peu, là, ça va être l'heure de vérité, pour voir si ça va jouer. Fait que je vais arrêter de partager mon écran. Puis, je vais partager un autre écran. Ah, ça a l'air de fonctionner. Oh! Marché finalement. Un petit clic peut-être sur. Oh, je partage parce que là, il s'affiche là, mais. C'est moi. Essaye. En attendant, avez-vous des questions? Moi, j'ai manqué la première réunion. Peut-être qu'après, je vais peut-être vous demander là, c'est quoi, qu'est-ce que je dois faire, un lien quelconque pour pouvoir voir comment faire une analyse. Alors, sur le site de la municipalité, J'ai besoin d'aide. on a une chaîne YouTube, Jessica peut nous. Je vais te laisser. Il y a des choses de rencontre. Ah, OK. Sur le site de la municipalité. Oui, sur le site de la municipalité. Ah, OK. Je vais voir. C'est juste savoir de quelle façon procéder C'est ça. comme l'analyse. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre. Oui, d'accord. Vous allez avoir 4 experts. Juste pour vous. Ah, il y a des défis aussi. OK. Non, j'ai aussi une petite question. Oui. On était dans un puits de surface qui est proche d'une route, puis je me demandais s'il y avait des contaminants éventuels. Qui pourraient passer, rentrer dans le puits. Oui. Ça pourrait. C'est tout connecté, hein, l'eau. C'est vraiment proche de la route qui est très, très passante. Il y a plein d'angles de distance. Parce que vous avez montré plein Oui. de choses, même par rapport à la route. Je ne pense pas qu'il y a de distance, sauf le 3 mètres là, par rapport aux routes. Es-tu au courant, Simon? Ben, normalement, dans les municipalités, dans les normes de construction, il y a quand même des normes par rapport. Je connais pas par rapport aux municipalités, mais il y a sûrement une norme par rapport à la distance à la TP pour implanter un puits par rapport à une route. Mais là, je ne pourrais pas dire. Par contre, au niveau des contaminants, c'est certain que si c'est une route, exemple, où il y a dépendage de sel l'hiver, ben là, oui, les pluies, c'est ça. S'il faut une analyse d'eau, par exemple, ben, vous pourriez peut-être retrouver plus de sodium, par exemple, que
que ce qui est normal. Quand la norme de sodium est quand même, je ne dirais pas élevée, en tout cas, elle a quand même un certain seuil, mais je veux dire, ça peut être un indicateur. Partager. J'ai pris le lien. Bon, il y a les Oui, deux compagnies. tu peux aller sur Internet. Oui, je l'ai déjà ouvert. On l'utilise que c'est La fausse. partager, mais je vais dire lesquels on partage. Ça semble être celui-là. OK. On l'a eu. Merci beaucoup, Jessica. Alors, je vais partager. Et tu veux pas le mettre en Je grand? vais le mettre en grand, mais je vais arrêter. Je m'attends qu'il y ait jasé. Oui, c'est un kit raconté par un laboratoire scientifique. Puis j'avoue, ça, j'aimerais bien me faire par un scientifique. Les kits, des fois, ça peut avoir une plage de valeur. Oui. C'est large. On va être prêt à partager la vidéo. Jessica a vérifié. Oui, fait que là, étape numéro 1, retirer le couvercle du puits. Étape numéro 2, enlever les corps étrangers, les éventuelles souris, comme on disait, ou les perce-oreilles. Étape numéro 3, verser de l'eau de Javel. C'est une eau de Javel à 5%. Ici, on a un exemple, c'est le site web du ministère de l'Environnement qui donne les quantités d'eau de Javel à utiliser selon la profondeur la hauteur de la colonne d'eau dans le puits et le diamètre du puits. Ensuite, vous faites couler l'eau de chaque robinet jusqu'à ce que l'odeur de chlore, vous puissiez la sentir là, dans l'eau. Là, dès que vous sentez ça, le chlore, vous fermez les robinets, vous attendez combien de temps, ils ont dit? Et puis, et ensuite, vous réouvrez les robinets jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Vous faites encore l'analyse, vous refaites l'analyse microbiologique. Vous pouvez retrouver là, cette même vidéo-là est sur notre site web. La là. Arrêtez le partage. C'est la façon de faire. Et là, je vais repartager mon autre écran. Et celle-ci, je crois. Un écran. Un petit peu. Okay, donc, j'ai reproduit les tableaux ici. Donc, vous voyez, ça peut être très peu. Si vous avez un puits tubulaire qui a un diamètre de juste 5 cm, 50 mm, donc ça, c'est tout petit, bien, ça prendrait, puis que vous avez juste 15 mètres de haut de votre colonne d'eau, ça prend juste 30 ml de cuillerée à soupe. Par contre, à l'autre extrême, si vous avez un puits de surface, donc qui est très large, mettons qu'il y aurait comme diamètre, ça c'est vraiment extrême, là, mais c'est comme 1,6 mètre de diamètre et qu'il y aurait 4 mètres d'eau dedans, là, vous auriez besoin de 8,8 litres. Donc, ça veut dire à peu près 2 gallons. Donc, le cas le plus extrême, c'est 2 gallons. Le cas où est-ce qu'on en aurait le moins besoin, c'est juste 30 millilitres.
C'est peut-être difficile de savoir la hauteur de la colonne d'eau dans votre puits, surtout si c'est un puits artésien. Mais le diamètre, ça, vous pouvez le trouver, juste le voir, le mesurer avec une règle. Et c'est ça. Tu as des conseils, sinon, toi, pour pouvoir avoir des idées de la hauteur de la colonne d'eau? Ben, normalement, quand un puits est creusé, à moins qu'on n'ait pas l'information, mais habituellement, le puisatier il va donner la profondeur du puits comme tel. Puis ce qu'on appelle la colonne d'eau, dans le fond, c'est l'épaisseur, c'est la quantité d'eau, c'est la hauteur à laquelle l'eau elle va monter dans le puits. Donc ça, quand vous connaissez la profondeur du puits, ben, en enlevant le couvercle du puits, par exemple, pour faire la désinfection, ben, vous pouvez regarder avec une lampe, par exemple, ou une baladeuse, d'essayer de voir à peu près à quelle profondeur vous voyez le niveau de l'eau. Puis c'est ça. Dans le fond, l'épaisseur de la colonne d'eau, c'est la profondeur totale du puits, moins la hauteur où ce que vous voyez la limite d'eau. Je rajouterais, peut-être que tout le monde ne connaisse pas la profondeur de le puits, mais selon les données des puisatiers, là, selon le PACES, ils sont quand même assez profonds dans la région des Basses-Terres, dans la région de l'Idée, puis dans la. Fait que si on ne connaît pas vraiment, on sait qu'ils sont quand même assez profonds. Fait que, dans les Basses-Terres, près du fleuve. Avec un puits de surface, c'est moins difficile parce qu'à ce moment-là, peut-être même juste une tige ou un ruban peut-être peut servir, dépendant de la profondeur, évidemment. Mm-hmm. Merci. Edith? Donc, comme on disait, là, après avoir désinfecté le puits, une semaine après, vous faites une deuxième analyse pour être sûr que ça a vraiment désinfecté. Puis, vous pouvez refaire une troisième analyse un mois après pour vérifier que la contamination n'est pas revenue, donc que le problème a vraiment été réglé à la source. Pour ce qui est du calendrier, ça donnerait ça. Dans le fond, mettons que votre municipalité offrait de retourner des échantillons au laboratoire le lundi 2 mai. Et là, le jeudi 5 mai, vous recevez un appel du laboratoire qui vous dit votre puits a des coliformes fécaux, des coliformes totaux. Mettons qu'il dit qu'il y a des E. coli, il faudrait que vous arrêtiez de boire votre eau. Bien là, vous pouvez chercher la source de contamination. Mettons que vous déterminez que ben, votre chien a l'habitude d'aller faire ses besoins proches de votre puits. Donc là, vous arrangez pour clôturer votre puits 3 mètres tout autour pour pas que votre chien ait accès. Vous désinfectez votre puits le samedi. Vous avez été très efficace. Alors là, la prochaine campagne où est-ce que votre municipalité va envoyer des échantillons vers le laboratoire, ça donnerait être le lundi 16 mai. Donc là, ça serait le plus tôt que vous pourriez faire là, la deuxième analyse. Donc là, la troisième analyse, il faut que vous attendiez 1 mois après la désinfection. Donc là, ça irait au 10 juin. Ça prend quand même. C'est pour ça qu'on fait la rencontre d'informations maintenant, pendant qu'il reste encore des kits disponibles à la municipalité, puis que si jamais vous avez besoin de désinfecter votre puits, vous allez avoir la chance de refaire au moins une deuxième analyse, sinon une troisième. Avec les systèmes de traitement de l'eau, là, sur notre site web, je vais arrêter de partager encore mon écran, puis on va aller voir là, sur le site pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, ce tableau-là là, qui dit quel système fonctionne contre quel contaminant. On va aller le voir tout à l'heure, mais là, pour l'instant, c'est ça. Donc, à partir de quand est-ce qu'on doit songer à installer un système de traitement de l'eau? C'est surtout si votre eau contient une concentration soit en nitrate, en métaux ou en minéraux qui peut être nuisible pour votre santé. Si votre eau ne contient aucun de ces contaminants-là là, en dose nuisible à la santé, aucun des contaminants chimiques, mais qu'il y a des bactéries, bien là, vous êtes mieux de commencer par essayer de régler le problème à la source. Si vous arrivez à régler le problème à la source, là, vous désinfectez le puits. Mais si elle revient tout le temps, mettons que ça fait comme 2-3 fois que vous essayez de corriger le problème, puis la contamination revient tout le temps, mais là, ça serait peut-être un signe que ça serait une bonne idée d'installer un système de traitement de l'eau qui va peut-être une lampe UV ou quelque chose comme ça qui va vous permettre
régler le problème pour de bon. Ben, pas à la source, mais au moins de consommer une eau qui va être sécuritaire. Mais par contre, si votre eau goûte pas bon, s'il y a des problèmes de couleur, ça tache vos vêtements, mais ça peut être des raisons valables aussi pour installer un système de traitement d'eau. C'est important de savoir pour quelles raisons on veut traiter notre eau pour pouvoir choisir le bon système. Fait que ça, c'est pas le tableau en entier. On va aller le voir, le tableau en entier. Mais vous voyez, juste vous expliquer comment il fonctionne. C'est les colonnes, c'est les types de contaminants. Donc, on a microbes, bactéries, arsenic, barium, cuivre, plomb, fluorure, etc. Puis les lignes, c'est les technologies qui sont utilisées pour enlever ces contaminants-là. Puis là, les petits pictogrammes que vous voyez, soit les X, soit les O, quand ils sont dans une case, on prend l'alumine activé, il y a un petit X, un petit O vis-à-vis de l'arsenic. Peut-être aller vous pointer là, sur l'écran, et on voit pour l'arsenic, on a l'alumine activée qui fonctionne. Et on a aussi la distillation, puis on a aussi l'échange d'anions. C'est 3 technologies qui peuvent fonctionner contre l'arsenic. La différence entre les X et les O, c'est que quand c'est un X, c'est une technologie qu'on peut installer à l'entrée d'eau dans votre maison. Donc, tout de suite après la pompe. Fait que, mettons, ça peut être pratique si vous avez trop de manganèse dans votre eau, et que tellement que ça a vraiment un problème, ça tâche le linge, vous voulez vous débarrasser du manganèse, ben là, il faudrait l'installer le système au point de l'entrée d'eau. Si c'est juste pour l'eau de consommation, ben là, vous pouvez l'installer au point d'usage, donc au robinet. Puis là, ces technologies-là sont indiquées par un O. Dans le cas, il y a un X et un O, ça veut dire que les deux sont possibles. Vous pouvez l'installer soit au point d'entrée d'eau, soit au point d'usage au robinet. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour le tableau. Et je vais vous montrer On va aller le voir pour vrai. Oui, c'est ça. Je vais arrêter le partage. Je vais l'ouvrir sur mon ordinateur. Puis, je pense que c'est pas mal la fin des diaporamas. Excusez-moi, je me parle à moi-même, hein, je ne devrais pas faire ça en ligne. On va revenir plutôt ici. Pas très vite, hein? On a mon nom, mon puits ici. Je veux partager dans le fond. C'est tout. Comme ça, hein? Je peux partager. Fait que vous avez ici le site Mon eau, mon puits, ma santé. Mon eau, mon puits.ca, c'est ça qui est l'adresse. Alors, pour pouvoir trouver le tableau des contaminants, vous allez ici complètement, il y a comme un petit pictogramme maintenant, que faire si votre eau contient des contaminants. Et là, vous allez dans votre eau contient des contaminants chimiques. Là, vous déroulez. Vous avez une description aussi des différents systèmes d'eau. Puis là, vous avez le fameux tableau. Et c'est là que vous pouvez trouver. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui voudraient se lancer et donner un exemple de contaminant? Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez trouvé des contaminants dans votre eau, mais qu'on regarde. En tout cas, moi, je sais que dans la région, il y a quand même beaucoup de manganèse. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du manganèse. Le manganèse, on peut l'enlever, entre autres, avec une technologie d'aération, de chloration, d'échange de cation, adoucisseur d'eau, c'est après ça, ou un filtre à sable vert, l'osmose inversée,
l'ozonation, le support d'absorption, matériel spécialisé, et différents systèmes qui peuvent fonctionner contre le manganèse. Il y a aussi des cas dans la région, ben, il y en a moins, beaucoup moins, mais d'arsenic. Il y a des cas d'arsenic. On va prendre l'arsenic. L'arsenic, vous voyez qu'il y a un petit peu moins d'options contre l'arsenic. Il y a l'alumine activé qui fonctionne. Il y a la distillation. Il y a l'échange d'anions. Et puis, il y a l'osmose inverse. Il y a le support d'absorption de matériel spécialisé. Fait, dans le fond, si vous aviez à la fois du manganèse et de l'arsenic, ben là, ça vous laisserait une coupe de choix. Ça ne vous en laisserait pas tant que ça, mais il faudrait que vous regardiez la ligne où est-ce que les petits X ou les petits O dans la bonne colonne. Le manganèse, on disait. Donc, l'osmose inversée fonctionnerait à la fois pour l'arsenic ici et pour le manganèse ici. Mais ça serait, vous voyez, ces deux systèmes qui normalement s'installent, un X, ça s'installe après la pompe. Il y a des systèmes qui s'installent aussi pour l'osmose. J'avais une autre question pour toi, Marie. Disons qu'on a un traitement au rayon UV pour tout ce qui est microbien. Oui. Est-ce que s'il y a un changement de couleur dans notre eau, dans notre verre de l'allemagne, est-ce que ce traitement-là fonctionne? Il ne va pas fonctionner si vous avez juste une lampe UV. Si votre eau change de couleur, si votre eau n'est pas complètement claire, qu'elle est soit trouble ou bien un peu colorée, la lampe UV ne fonctionnera pas. Par contre, c'est possible d'utiliser une lampe UV si vous avez un système de pré-filtration, un système qui va traiter votre eau avant la lampe UV. Comme l'ozone. Ah, oui, dépendamment quelle est la cause de. Oui, parce que l'ozone, c'est de l'oxygène. Parce que ça vient oxyder le fer, entre autres, qui est souvent une cause de couleur. Puis le manganèse, ça l'oxyde. Ça le fait rouiller dans un sens. Puis là, il précipite, tombe dans le fond. Puis là, après ça, on peut comme l'enlever en le filtrant. C'est ce que, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est des technologies, mais ça se peut que ça prenne plus qu'une de ces technologies-là de façon séquentielle, là, comme une après l'autre, pour arriver à traiter votre eau et à régler le problème. D'ailleurs, ça se pourrait que, nous, les analyses qu'on fait à travers le projet Mon eau, mon puits, ma santé, ça vous permet de savoir si votre eau est bonne à boire ou si votre eau présente un risque pour la santé. Mais si vous décidez si vous voyez qu'il y a un risque pour la santé ou s'il y a des problèmes esthétiques que vous voulez corriger, ça se pourrait que vous deviez faire des analyses complémentaires. Parce que, justement, la pression de la couleur, ça se mesure, la couleur de l'eau. La turbidité, c'est-à-dire est-ce que votre eau est trouble ou est-ce qu'elle est complètement comme transparente, ça se mesure aussi. Puis c'est le genre de choses qui, si vous voulez installer un système de traitement de l'eau, le spécialiste en traitement d'eau va vous demander de faire des analyses comme ça complémentaires. Est-ce que votre eau est dure? Selon qu'elle est plus ou moins dure, bien là, il faut utiliser peut-être une technologie différente. Le pH, des choses comme ça. Qu'est-ce qui pourrait chlorer l'eau par le fer ou le manganèse? La matière organique en suspension. S'il y a de la matière organique. C'est pas dangereux pour la santé, c'est juste esthétique. Mais la matière organique, c'est que les bactéries peuvent se multiplier là-dedans aussi. Là. Si vous avez de la matière organique dans votre eau, c'est un signe que peut-être qu'il y a de l'infiltration d'eau de surface aussi là, qui cause ça. Ça peut être des tanins, c'est comme du bois. On a une question justement en ligne sur ça. Oui. J'ai des tanins dans mon analyse d'eau. Je vois que ce n'est pas inclus dans le tableau. Doit-on traiter pour les tanins et comment? Il va falloir qu'il pose la question à un spécialiste de l'analyse d'eau parce que malheureusement, je n'en suis pas une. À ce moment-là, c'est le laboratoire qui serait le mieux placé. Le laboratoire, je ne suis même pas certaine qu'ils vont pouvoir vous répondre. Je pense que c'est vraiment plus un spécialiste du traitement de l'eau
va pouvoir vous répondre. Si c'est le laboratoire qui a fait les analyses de tabac, lui, normalement, il devrait quand même être capable de. C'est ça. Fait qu'il peut s'adresser au laboratoire, ou sinon un spécialiste de traitement de l'eau. Mais nous, on n'a pas mis tous les contaminants dans notre tableau parce qu'il aurait été vraiment trop grand. Il aurait été difficile un peu à gérer, là, en fait, à comprendre. On a mis plusieurs de ceux qui sont les plus fréquents et dont la plupart sont plus nuisibles aussi pour la santé. Là. À part le fer, c'est un des contaminants qui est plus esthétique. Il peut donner un mauvais goût à l'eau, la colorie, tout ça, mais c'est pas supposé créer de problèmes de santé graves. Là. Peut-être des inconforts digestifs, là, mais pas nécessairement plus que ça. Je sais pas s'il y a d'autres. Peut-être une autre chose à savoir qui est importante. C'est ça ici. Je l'ai pas dit. Je vais prendre la fiche pour le sodium. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a sur notre site des fiches de renseignements sur les contaminants. Je vais aller les chercher ici. Charge. Puis, on va prendre l'exemple du sodium parce qu'il y en a beaucoup là, dans la plaine du Saint-Laurent. Vous voyez ici, ça dit pour prévenir les effets indésirables sur le goût de l'eau, Santé Canada recommande une quantité maximale de sodium de 200 mg par litre. Ça, c'est la norme qui est utilisée par le laboratoire. Si votre eau ne dépasse pas 200 mg par litre, le laboratoire va écrire que votre eau est conforme à la norme. Par contre, si vous devez suivre un régime faible en sodium, par exemple, si vous avez des problèmes de rein et que vous souffrez d'hypertension artérielle, bien, vous devriez avoir pas plus que 20 mg. Donc, le 10 fois moins que la norme esthétique. 20 mg par litre. Sinon, ça risque de faire monter votre pression. Vous vous demandez comment ça, ma pression monte, mais c'est peut-être juste l'eau que vous buvez qui est en cause. C'est peut-être un petit bémol de faire attention avec l'interprétation qui est faite par le laboratoire là, sur votre certificat d'analyse. Dans certains cas, ça se peut qu'il vous indique que l'eau respecte la norme, mais il y a plusieurs normes. Ça se peut que ça respecte la norme pour une personne en bonne santé, mais si vous avez un problème spécifique ou si vous êtes une personne plus à risque, comme si vous avez des bébés, des jeunes enfants, ça se peut que la norme qui est utilisée par le laboratoire ne s'applique pas dans votre cas. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à utiliser l'outil d'aide pour comprendre vos résultats parce que c'est un outil qui, lui, prend en compte toutes ces différentes normes-là pour différents publics. Oui. Est-ce que on pourrait profiter du fait que le site est ouvert pour montrer il est où l'outil? Oui, sur bonne idée. Site, encore ma petite vidéo. Donc, c'est ici, c'est en haut à gauche, à droite. En haut à droite du site, vous cliquez sur l'outil d'aide. D'aide pour comprendre vos résultats. Là, il vous donne un peu les instructions. Les définitions, c'est quoi un paramètre, c'est quoi un résultat, ça veut dire quoi une concentration. Les unités, bon, pour commencer ici. Là, c'est des conditions. Ça veut dire que ça vous dit que tout ce que vous écrivez comme chiffre ici, c'est confidentiel. Nous, on ne le garde pas en mémoire, on ne le reçoit même pas. Là. Il y a juste vous qui pouvez les voir. Mais par contre, le fait d'utiliser cet outil-là, ça ne vous décharge pas de vos responsabilités. Là. Des informations, elles étaient exactes au moment où est-ce qu'on a créé l'outil. On croit qu'elles le sont exactes, mais il n'y a pas de garantie qui vient avec. Entre autres, c'est sûr que si vous n'avez pas toutes fait les analyses, que vous avez juste fait l'analyse microbiologique, bien, ça se fait que vous rentriez juste les chiffres microbiologiques, mais que votre eau, en réalité, a un problème. Puis que là, l'outil ne va pas pouvoir vous dire parce que votre analyse, vous ne l'avez pas faite. C'est ça. Fait que si vous acceptez les conditions, vous cliquez. Là, ça vous donne encore là, plus d'instructions. Vous avez le formulaire. Fait que, mettons, j'ai vu un cas aujourd'hui. C'était quoi? Les coliformes, il y en avait 14. 14 coliformes totaux. Il n'y avait pas de E. coli, pas d'entérocoque,
pas de bactéries atypiques. Puis, il n'y avait pas d'arsenic, pas de barium, mais il y avait bien du manganèse. Il y en avait 0,4. Il n'y avait pas de nitrite. Il y avait du sodium pas mal. Il y avait 150 grammes par litre de sodium. Le fer, il y en avait 0,4. Mettre mes résultats. Ça vous donne les résultats. Ici, vous avez les niveaux d'alerte. Vert, c'est conforme. Jaune à surveiller. Orange, attention. C'est de plus en plus, plus on avance là, vers le rouge, plus c'est un risque élevé. Mauve, risque à la santé pour les personnes les plus vulnérables, puis rouge, risque à la santé pour tous. Ici, donc, le manganèse, on voit qu'il y en avait tellement que ça représente un risque pour tout le monde. Pas juste pour les bébés, pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Le sodium, vous voyez là, ça ne dépasse pas le seuil esthétique, mais ça dépasse le seuil pour les personnes qui doivent suivre une diète réduite en sel. Les coliformes totaux, c'est supérieur à 10 PFC par 100 ml, donc ce n'est pas conforme à la norme. Ça nous dit la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, de chercher la source de contamination, désinfecter le puits pour faire une analyse. Là, on revient avec le manganèse, on en a déjà parlé, là, c'est pour nous parler de la question esthétique. C'est pour nous avertir, bien, ça se pourrait que votre ou non seulement il y a trop de manganèse pour votre santé, mais en plus que ça lui donne un mauvais goût et que ça lui donne une mauvaise couleur. Le fer, même affaire. Dans esthétique. Par contre, ça nous rassure un peu sur le fait qu'il n'y a pas de E. coli, il n'y a pas d'entérocoque, de bactéries. Les autres sont absents. C'est exactement le genre de recommandation, message santé que vous allez avoir si vous utilisez cet outil d'aide. Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez des questions en ligne? Questions en ligne, peut-être. Puis, je vais donner quelques minutes, secondes aussi pour poser des questions. Sinon, je vous remercie d'être venu. Puis, je vais juste continuer à dire que la campagne de vente de kits d'échantillonnage se poursuit jusqu'au 7 juin. Là, il reste 2 journées pour les dépôts. On a une journée qui va être le mardi 21 mai. Il faut venir porter ces kits à l'ouverture de la municipalité de 8 h jusqu'à 11 h. C'est bien ça? Mais ils vont être également disponibles. Là, on va avoir pour la glace. Les dépôts. Ah, OK, oui. La glacière va être disponible à partir de 7 h la veille. Fait que lundi soir, le 20. Sur la galerie à l'arrière. Sur la galerie à l'arrière, oui. Fait qu'à partir de 19 h, il va y avoir une glacière qui va être à votre disposition pour le dépôt jusqu'à 11 h le lendemain, mardi. Oui, la semaine prochaine. Puis sinon, il y a une autre journée de dépôt qui est le 10 juin, qui va être vraiment le dernier jour de notre du projet. Là. Fait que, puis après ça, vous pouvez acheter quand même vos kits. Là, les kits, on va vous dire ça. On est à vous dans un instant. Puis je vous remercie à la maison d'être avec nous ce soir. Puis j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je remercie beaucoup Marie Langlais de nous avoir bien présenté toutes les informations. Et je vous souhaite bonne soirée. Il y avait une autre question en ligne. Oui. Où on peut aller chercher les kits? Donc, c'est au bureau de la municipalité. Au bureau de la municipalité, oui. Pour les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture qui sont lundi, mercredi, jeudi, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h. Les mardis, vendredis, de 8 h à midi. Vous allez trouver cette information aussi sur le site de la municipalité. Merci. Merci beaucoup.